de Bruno Carrette, encore bravo Bruno, parce que ton film, en fait, il n'a pas pris du tout de rythme, parce qu'il témoigne quand même d'une époque où François était encore, après 70 ans, en pleine action, en pleine force, pleine capacité plutôt, au Cambodge, à travers toutes ses réflexions, bien sûr, sur le bouddhisme, sa mémoire de tout ce qu'il a vécu là-bas, et puis aussi en plein dans ses actions humanitaires qui ont été menées en France et au Cambodge, on va le voir tout à l'heure. Moi, ce que je vais vous proposer au tout départ, c'est de revenir en quelques mots sur la vie de François. Simplement pour qu'on ait tous là quelques points de repère et qu'après, les témoignages des personnes qui sont ici, eh bien, vont trouver leur place tout à fait naturellement dans ce récit de vie, qui va être court. Et puis, au fur et à mesure de ce récit, je vous présenterai rapidement les personnes qui vont s'exprimer tout à l'heure. François, comme on l'a vu tout à l'heure, et comme c'est rappelé dans le film de Bruno, il est originaire d'une famille de 14 enfants, et agriculteur, et dont le père était aussi conseiller général de la Savoie, démocrate chrétien. Et ces 14 enfants, c'est quelque chose qui a marqué toute sa vie, parce que c'est une famille profondément inscrite dans la ruralité, et il travaillait, il était bon élève, mais à chaque fois qu'il rentrait pour les vacances, on allait travailler à la ferme. Et il disait, les gens passant en vacances ne mesuraient pas notre bonheur de travailler au champ, si harassants fussent les journées. Se plaindre, j'ai le souvenir précis que cette réaction nous était étrangère. À la maison, la foi faisait partie de la vie, la guidait et la transcendait de manière implicite. Voilà son enfance, elle était dans ces sommets, et je me souviens très bien qu'à début de l'écriture de Prêtre au Cambodge, ce livre que j'ai écrit sur lui, j'avais rencontré le père Détombe, Émile Détombe. Il m'avait dit, je suis allé un jour dans la région de François, j'ai mieux compris cette abnégation, cet esprit entier qui était le sien en allant visiter ces hautes montagnes d'origine, qui forment au cœur des Alpes des paysages grandioses et tranchés par les parois d'altitude. Voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas parfois un peu dans la radicalité des pentes ascendantes ou descendantes en François. Bon, on l'a tous connu comme ça. Et donc, après cela, naturellement, c'était quelqu'un qui avait d'excellentes capacités scolaires, intellectuelles, et donc, voilà, il a fait des études au petit séminaire, voilà, avec vaguement l'idée de servir Dieu et l'Église, et puis sa vocation s'est affermie. Il a décroché le bac, et ses enseignants le voyaient professeur au séminaire d'Annecy, et bien loin de ce destin tracé par autrui, il a choisi l'émission de Cambodge. Et donc, à travers ça, il est arrivé donc en 65 au Cambodge. Le Cambodge était encore en paix, comme vous le savez. Ça veut dire que 5 ans plus tard que la guerre civile avait démarré, et lui, tout de suite, il a opté à nouveau pour quelque chose de radical. Il est parti apprendre au fin fond du pays la langue khmer, comme font tous les missionnaires, mais lui, avec une force, une abnégation incroyable, il m'a dit, j'ai ouvert le grand livre du peuple khmer. D'abord sur une presqu'île, près de Phnom Penh, et puis il est même parti à 400 km au nord, à Stung Treng, une ville qui est frontalière, presque frontalière du Laos. Et là, il n'y avait pas un étranger, mais à 300 km à la ronde, et il a passé un temps fou à discuter avec les cuisiniers, à discuter sur les marchés, à écrire, à lire les journaux, pour vraiment apprendre le khmer, mais avec, comment vous dire, une volonté d'enfouissement. Et là, ça a été pour lui vraiment l'apprentissage de la langue a été son passeport pour connaître la culture khmer. Et pendant ce temps-là, c'était la guerre du Vietnam, tout autour, avec la piste chimique dont tu parlais tout à l'heure, et la guerre s'est rapprochée du Cambodge. Le général de Gaulle, il était venu en 1969 au stade de Phnom Penh, et il avait dit, François était dans les tribunes, j'ai peur que ce pays roule vers la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé un an plus tard avec tout ce qui a été décrit, c'est-à-dire la chute de Sihanouk, et puis le 17 avril 1975. Et ce jour-là, bien sûr, il a rappelé tout à l'heure, c'est ce jour qui a fait basculer, il y a 50 ans, la vie de François, sans qu'il l'ait voulu, parce qu'il a été naturellement témoin du début d'une des révolutions les plus radicales de l'histoire.
75 est vraiment une date charnière pour lui, parce que ensuite, comme ça a été décrit, on va le répéter, il a eu la force de témoigner contre beaucoup d'avis contraires, et contre un fond de l'air. Le fond de l'air était rouge, c'est un film de Chris Marker de l'époque, où les Khmers rouges, c'était David qui avait terrassé Goliath, et donc il y avait un sentiment, beaucoup, et à travers les milieux progressistes, un sentiment de sympathie, de support pour les Khmers rouges. Et donc François, il s'est battu vraiment dans des conditions très difficiles pour faire admettre cette vérité. Il a écrit en février 1976 2 articles qui ont fait un bouquin fantastique dans le monde. 2 articles dans le journal Le Monde qui en 1975 criait enthousiasme populaire à la chute de Phnom Penh, mais c'était ravisé par la suite. On lui a dit écrivez ce que vous voulez, vous avez la première page. Et là, il a écrit ces 2 articles qui ont littéralement créé une bombe dans le monde entier. À l'époque, on aurait dit de lui que c'était un lanceur d'alerte. Et ensuite, à la fin de cette même année 1976, la sortie de Cambodge année 0. Et donc, c'est vraiment, comment dire, ces étapes-là qui l'ont fait connaître au plus grand monde. Impossible à lui alors de rentrer au Cambodge, et c'est alors qu'il s'est intéressé, plus que cela. Il a suivi, il a partagé la vie de ceux qu'ils appellent les épaves de la Révolution, c'est-à-dire les réfugiés. Tous les réfugiés, il y a 60 000 réfugiés cambodgiens qui sont venus en France, et il a décidé de les aider, de partager leur vie et de les aider à s'insérer dans le tissu social français. Malek, toi qui as écrit un livre sur la tragédie des Khmers rouges que tu as vécu, tu as été j'ai vécu l'enfer Khmer rouge, tu as écrit, et tu as été un de ces réfugiés en France qui, à l'époque, a sûrement rencontré François, mais non seulement a vécu cette tragédie de l'exil, dont François disait toujours, en citant Victor Hugo, il y a pire que la mort, il y a l'exil. Et donc tu as vécu ça, tu nous en parleras tout à l'heure. À cette époque-là, François, tout en partageant l'existence des réfugiés, il s'est continué à écrire sur le Cambodge et à aider des gens à écrire sur le Cambodge. Il a aidé Esmeralda Lucioli, qui est ici, qui était médecin sans frontières au Cambodge, et qui a écrit à la fin des années 90, c'est ça, début des années 90, Le Mur de bambou. C'était un des premiers livres sur le Cambodge après Pol Pot. Et donc ce livre, il a été écrit avec les conseils de François. Esmeralda, tu nous raconteras après tout ce que tu as fait pour le Cambodge, aussi tout en menant tes médecins, tu as été travailler aux hôpitaux de Paris, tu t'es beaucoup investi dans la santé publique, tu as fait l'ENA et tu as été spécialiste de la médecine, de la santé publique à la Cour des comptes. Voilà. Et tu es resté très attaché à la figure de François et à tout ce qu'il faisait au Cambodge. Et puis à cette époque, il y a eu Monique. Monique qui a été la chevrière ouvrière d'Espace Cambodge. En 1984, François il a créé cette association, Espace Cambodge, pour justement venir en aide, venir en soutien aux réfugiés cambodgiens. Et c'était une petite association avec quelques salariés qui était rue d'Aubervilliers dans le 19e, ça a beaucoup changé cet endroit-là, et qui recevait énormément de Cambodgiens et a travaillé pour qu'ils aient un toit, une école. Il a travaillé pour que aussi ils s'insèrent dans les tissus, et un logement parfois. Vraiment qu'ils trouvent leur place en France. Il y avait aussi Monique, qui était à cette époque-là, avec d'autres personnes, et c'était un travail de titan. Parce que vous savez bien que les Cambodgiens, c'est extraordinaire, mais c'est une mentalité tellement différente de la nôtre, et aux familles d'accueil, il fallait leur expliquer qu'il y avait des gens qui n'éteignaient pas la lumière parce qu'ils avaient peur des hectares, des génies fonciers, parce qu'ils prenaient 8 douches par jour parce qu'ils s'imaginaient près du Mékong. C'était des choses très concrètes comme ça qu'il fallait. Et Monique, avec d'autres personnes, eh bien, il y a Monique, voilà, et puis Falika, d'autres personnes, ils ont fait un travail pendant des années, beaucoup de bénévoles pour aider. Et au total, ce sont, je ne me trompe pas,
plus de 10 000, entre 10 000 et 20 000 Cambodgiens qui ont trouvé leur place dans ce tissu social français grâce à cette association. Donc c'est un travail que François a appuyé. Et puis c'est une association, il y avait aussi Michel Roux qui était trésorier. Moi j'en étais le président quand François est reparti au Cambodge, qui lui a fait un gros travail parce que François, les finances, il fallait que ça suive. Dans n'importe quelle condition, n'importe quelle condition fiscale, du moment qu'il y avait de l'argent pour agir, c'était très bien. Et on avait avec Michel Roux quelqu'un de... Oui, mais Michel. Là, au fond, quelqu'un qui était capable vraiment de lire un bilan et puis d'être en règle avec le fisc et tout. Voilà. Donc c'était quand même très important à l'époque de faire marcher une association selon les règles françaises. Et ça, c'est une époque fondamentale avant que François reparte au Cambodge. Quand il est reparti, il m'a dit en 95-96, bah, prends la suite, je resterai vice-président, mais il y avait comme il y avait une super équipe, voilà, avec Anne-Marie, avec tout ça, et ben on a fait ce travail jusqu'en 2011. Et en 2011, on avait fait les comptes. En région parisienne, il y avait autour de 150 Cambodgiens qui étaient encore en difficulté sociale. Tous les autres, ils avaient trouvé leur place en France, ils s'étaient insérés. Et donc ça, d'abord dû à eux-mêmes, à leur capacité d'adaptation, à leur rage de vivre dont parlait français, mais aussi à cette association qui avait été créée par François et dont Monique, tu nous parleras un petit peu tout à l'heure. Voilà, François donc est rentré au Cambodge, là-bas il a recréé autour de 150 publications de transmission de la foi. Vincent, qui est ici, nous en parlera tout à l'heure, tout un travail de reconstruction, comme il disait, intellectuelle, spirituelle, lexique de l'Église cambodgienne. Il a aussi, du très admiratif Malay de cela, traduit la Bible en khmer, mais pas traduit, réadapté dans la culture khmer, ce qui est autre chose. Travail énorme de quelqu'un, je le dirai tout à l'heure quand je referai un petit témoignage personnel après les autres, qui avait une capacité intellectuelle assez incroyable. Donc voilà ce qui a été fait à l'époque, et puis, donc, petit à petit, retourner au Cambodge, comme il le disait lui-même, j'en avais marre de mener une vie bénédictin dans les livres, j'ai voulu l'amour du prochain, le vivre sur le terrain avec les Cambodgiens. Donc il est parti dans la région au sud de Kompong Cham et la province de Preveng, parti, on parlerait tout à l'heure, dans cette région qui est au bout du monde, comment dire, là où les Khmers rouges sont restés 30 ans à Phnom Kulen et autour, dans la région de Srayang, dans la province de Privière, pour reconstruire des routes, des ponts, des écoles, des collèges, et puis, petit à petit, Espace Cambodge donc l'a aidé, en plus de l'action en France menée par l'association, l'a aidé financièrement à mener tous ces projets jusqu'en 2011. En 2011, l'association a fermé. Nous, notre rêve, c'était pas de perdurer, c'était de fermer pour qu'il n'y ait plus de besoin. On l'a dit plein de fois lors des conférences, donc on a fermé l'association. Et puis, François et moi, nous avons créé Avenir Cambodge pour poursuivre son action uniquement à l'étranger. Et avec cette association, il y a eu une quinzaine d'écoles maternelles qui ont été construites. Il y a eu la poursuite de l'irrigation, mais cette fois sur plusieurs milliers d'hectares, autour de Yé, autour de Chamlac. Voilà. Et ça a été tout un travail qui se continue encore aujourd'hui et que nous terminons dans les 2 années qui viennent. En 2022, après le Covid, après le départ de François, je vais aller faire un bilan là-bas, ce qu'on avait fait. C'est une réussite parce que toutes les écoles sont aujourd'hui gérées par l'Éducation nationale. Les canaux sont entretenus en grande partie par les paysans. Et puis, ce que nous avions construit avant le Covid, avec Avenir Cambodge, un centre de santé, près de Phnom Kulen, une maternité, dont Simon Octobre a été l'un des donateurs. Eh bien, toutes ces réalisations fonctionnent aujourd'hui. Et donc, dans les 2 années qui viennent, eh bien, nous allons continuer juste pour finir tous les projets que François avait commencé. Juste une chose que je voulais vous dire, c'était sur cette petite église qu'on a vue tout à l'heure et dont Bruno a filmé les tout débuts. Et je me rappelle qu'il m'avait écrit à l'époque en me parlant de cette église qui dit beaucoup de choses de son acculturation au Cambodge. En 1997, m'écrivait-il, j'ai été nommé à Chamlac, dans le diocèse de Kompong Cham. C'était une toute petite communauté de quelques personnes, qui s'est étoffée, jusqu'à une quinzaine de personnes, puis un peu plus.
Après quelques années, à vivre dans le village de Troppern-Kandaol, je me suis installé près d'une petite route, nous l'avons vu tout à l'heure, qui mène à Oreang-Euv, à Siung. Et après avoir construit une école maternelle pour les enfants, un logement pour un couple de responsables, j'ai construit une église en type typiquement khmer. Avec des artisans locaux, nous avons pris le modèle d'une pagode, avec un toit très pointu à 2 étages. Aux extrémités, des toits ornés d'une queue et d'écailles de naga, signe de bénédiction qui n'a plus de valeur religieuse. Tous les murs de l'intérieur et de l'extérieur ont été peints par un peintre de pagode, avec des motifs chrétiens. D'un côté le Nouveau Testament, de l'autre l'Ancien Testament, selon la vieille tradition de l'Église. Les visages et les panoramas sont résolument de type khmer. Le jour de l'inauguration, le chef du canton, invité après la cérémonie catholique, m'a dit « On est bien chez vous, car on se sent chez nous ». C'est une félicitation que je n'oublierai jamais. Depuis cette date, nous célébrons la messe, assis par terre, tous au même niveau, comme les moines dans la pagode. Pas d'autel, simplement un petit linge carré qui le remplace. Les passages bibliques sont souvent abrégés ou même supprimés quand ils sont incompréhensibles. Voilà. Donc ça témoigne aussi d'une inculturation radicale dans une église qui, malheureusement, aujourd'hui, n'a plus le même visage. Voilà ce que je voulais juste vous dire sur cette vie de François, dont la mission, vous l'avez vu, était d'abord de partager une expérience spirituelle avec les bouddhistes. Donc, vénérable, vous êtes le vénérable de la pagode de Bagneux, c'est d'où que je viens. Et vous avez été témoin avec François de cette recherche spirituelle qu'il avait et qu'il a bien titré dans un livre et qui s'appelait « À la recherche de la lumière ». Voilà. Mais en premier, voilà, qui est ici. Merci Malay. Alors en premier, chacun, nous allons parler 5 minutes, pas plus, pour vous dire qu'est-ce qu'on a vécu avec François, qu'est-ce qu'on en retire pour d'extraordinaire ou d'important qui a été fait, et qu'est-ce que cela révèle finalement de la foi, du combat, de la personnalité et de la spiritualité de François. Donc, Malay, je vais te passer la parole en premier pour que tu nous dises un peu ta rencontre avec François, toi qui étais réfugié, et puis qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette rencontre, et puis dans tous les moments tu as cheminé avec lui, parce que je me rappelle qu'à toutes les conférences qu'on a organisées ici, tu étais là avec une grande fidélité. À chaque fois que je viens à la rencontre du Père François Ponchot, c'est un émerveillement. Et en même temps, si je dois intervenir, parler ou l'interroger, parce que je faisais aussi des entretiens, je me suis demandé comment j'allais m'en sortir avec le Père. C'est toujours difficile. Aujourd'hui, c'est pareil. Hein. D'abord, comment j'ai rencontré le Père François Ponchot, étant donné dans une famille chrétienne au Cambodge, dans un pays bouddhiste. Étant enfant, nous étions dans un village où nous étions les seuls catholiques. J'étais enfant, et à côté de chez nous, il y avait un décès, une famille bouddhiste. Et la prière, ça a commencé à partir du 5 h du matin, ça a duré jusqu'à 22 h du soir. Et pour moi, c'était... Je n'arrivais plus à dormir, je ne pouvais pas dormir parce que le chant, les bons, c'était... en fait, je n'arrivais pas, quoi. Et bon, le temps passé, après les Claros sont arrivés au pouvoir. La famille, nous étions 9 enfants, avec les 2 parents, sans parler des beaux frères et belles-sœurs, et nos nièces,
Khmer Rouges ont évacué la capitale. À la fin, on s'est retrouvé qu'avec 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Et par hasard, ça arrivait par hasard. En partant du Cambodge, je suis réfugié en Thaïlande en compagnie des Cambodgiens. Je me suis retrouvé avec un petit frère parce que j'avais égaré le dernier des cadets dans la montagne. En arrivant en Thaïlande, nous étions recueillis dans une communauté catholique. Il y a le père Bonnet qui venait rendre visite aux réfugiés. Il venait voir les catholiques khmers qui restaient, qui sont arrivés en Thaïlande à la frontière, quoi. Et bon, une semaine après, par hasard, un soir j'étais parti chercher de l'eau dans un camp près de l'hôpital à Caïda. Nous étions les premiers, parmi les premiers réfugiés arrivés à Caïda. Les Thaïlandais tabassaient les gens qui venaient chercher de l'eau à l'hôpital parce que quand le soir les logés sont partis vers 17 h, ils rentrent en Thaïlande, les Thaïlandais faisaient leur ronde autour de l'hôpital. Les Khmer Rouges profitaient pour aller chercher de l'eau parce que l'eau des puits est transparente, quoi. Et tout d'un coup, il y a un moment de panique. Alors, il y a un tas de bambous à côté des puits. Bon, il faut que tu me coupes parce que si jamais je traîne de trop, voilà. J'essaie de grimper le tas de bambous, mais le bambou, quand il s'est empilé, vous essayez de grimper, mais vous redescendez toujours. Vous voyez, on essaie de monter, mais ça reste là toujours. Et tout d'un coup, quelqu'un m'a prévenu. Sna, t'as une sœur qui est arrivée au camp. Comment ça? J'étais surpris, j'ai regardé autour de moi. Bon, où sont les Thaïlandais? Ils sont tous partis. Bon, ils sont tous partis, tant mieux, parce que j'ai descendu. Je suis retourné sans seau, hein. J'ai abandonné le seau. Et puis je me suis retrouvé dans le bras de ma sœur et mon autre frère. Le soir, quand il dormait, s'il ne la touchait pas, ça veut dire que c'était une fantôme, une revenante qui venait, quoi. Quand on dormait, il fallait absolument qu'il la touchait. Sinon, en fait, c'est une fantôme, un esprit qui venait, quoi. Non, pas encore. Et ma soeur, comme moi, elle est arrivée, et elle est rencontrée en contact avec la communauté catholique. Du coup, elle a appris comme quoi le père venait et venait rendre visite aux réfugiés catholiques. Elle a vu le père François pour qu'il s'occupait des papiers, parce que nous étions français avant de famille métisse. Mon père était métisse. Et voilà, précipitamment, disons, très rapidement, nous avons obtenu les papiers nécessaires par le biais du père Robert Benet, on a pu être rapatrié en France le 6 mars 1980. Et quand je suis arrivé en France le 6 mars 1980, nous étions dans un foyer des rapatriés dans le Val d'Oise. Un soir, quelqu'un était venu frapper à la porte comme ça. C'était des Japonais qui venaient rendre visite aux réfugiés. Et le lendemain, on était tellement fatigués suite au décalage, quoi. Quelqu'un était venu frapper à la porte pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas, ça durait très très longtemps, on n'entendait pas. Et en fait, c'était mon frère qui était arrivé au foyer, mais il ne savait pas que c'était nous. Et c'est comme ça, ainsi de suite, on a retrouvé mon grand frère qui a pu partir quelques mois avant la chute des Khmer Rouges, avant l'arrivée des Khmer Rouges au pouvoir. Et il nous a appris, on devait être adopté ou envoyé à la DAS, etc. quoi, au début, et après c'est notre frère. Et puis il nous a parlé des réfugiés cambodgiens qui sont arrivés en France, à Romainville, et il nous a parlé de 2 prêtres. Il y a l'un est le père Bernard Berger et l'autre le père François Ponchot. Et dans ma ville, il y a la communauté catholique aussi. Et comme nous étions catholiques, ma soeur et nos amis nous a inscrits à l'aumônerie, quoi.
Et je ne pouvais parler que, à l'époque je ne parle pas le français, hein, pas un mot. Je me débrouillais, je ne sais pas comment je faisais. Et j'allais à la messe tous les dimanches, et la messe se faisait dans les maisons de quartier. Je ne comprenais pas pourquoi la messe se faisait dans les maisons de quartier. Ça doit être dans une église, non? Et puis, à l'aumônerie, je témoignais tout le temps de ce que j'ai vécu à mes camarades. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on ne demanderait pas aux prêtres qui s'occupaient des réfugiés cambodgiens de venir célébrer une messe chez nous, ici à Saint-Gilles, quoi. Et c'est ainsi que j'ai fait la première rencontre avec le père François Panchaud, quoi. Il a accepté de venir célébrer une messe, et la communauté catholique de ma ville a accepté aussi de célébrer la messe ensemble avec le père François Panchaud. Alors que quand j'allais à la messe, je chantais en français, mais comme je ne comprenais rien, ce jour-là, j'ai été fier de pouvoir réciter Notre Père et Vierge Marie en français, quoi, en compagnie d'autres Cambodgiens qui venaient. Voilà, je ne sais pas s'il faut que je m'arrête là pour l'instant un petit peu, parce que sinon c'est trop long. Hein. Intéressant parce que c'est Monique et puis les gens de l'Espace Cambodge, c'est tous ces itinéraires connus à l'époque et sur lesquels François a essayé de peser pour une insertion réussie dans notre pays. Alors, Esmeralda, toi, c'est pour l'écriture de ton livre, Le mur de bambou, le Cambodge après Pol Pot, que tu as rencontré François et avec lequel tu as gardé toujours des liens par la suite. Merci Benoît. Oui, en effet, moi j'ai connu François, mais très brièvement dans les camps de réfugiés, puisqu'on voyait passer, lui n'était pas basé en Thaïlande, contrairement au père Venet par exemple, mais il venait dans les camps de réfugiés, donc on s'était connus un peu superficiellement. Ensuite, moi j'ai travaillé donc, au Cambodge de 84 à 86, à une époque pendant laquelle il y avait très peu d'expatriés. Et moi j'avais été particulièrement frappée par ce qui se passait à l'époque. C'était la quasi-déportation d'une partie des personnes, des hommes qui devaient aller à la frontière dans un espèce de grand délire paranoïaque qui ressemblait quand même par pas mal de côtés à ce qui s'était passé sous les clairs rouges. Il fallait donc construire une palissade tout le long de la frontière khmer-thaï pour empêcher les infiltrations de la résistance. Et donc pendant toute cette période, les gens travaillaient dans des conditions épouvantables, mouraient beaucoup du paludisme, travaillaient sur des terrains minés. Voilà. Moi je suis rentrée donc en 84. J'en ai parlé à Médecins sans frontières, donc, où j'avais travaillé. Donc est né un projet de livre soutenu à l'époque par MSF et notamment par Ronnie Broman. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à François Panchaud. Je ne savais pas très bien comment me prendre, hein, c'était pas mon métier d'écrire mon bouquin. Donc on a échangé déjà à ce moment-là, et moi j'ai repris un poste en Thaïlande pour 6 mois dans une ONG américaine, vraiment dans le but d'écrire le bouquin. C'était un peu une couverture presque. Donc j'ai repris un poste en Thaïlande, et j'ai, sur les conseils de François, j'ai fait 2 choses. J'ai interviewé donc des personnes, un peu comme, enfin beaucoup plus modestement comme il avait fait après 75, et j'ai enregistré un grand nombre de cassettes, puisqu'en Thaïlande on captait la radio du régime pro-vietnamien. Donc j'ai enregistré pendant 6 mois des cassettes de propagande. J'avais ramené un peu en douce du matériel aussi de propagande de quand j'étais à Phnom Penh. C'était pas très facile parce qu'on était quand même souvent fouillés. Enfin voilà, j'avais quand même ramené pas mal de choses. Et donc après, j'ai commencé donc à travailler sur ce livre. Et dès le départ, j'avais demandé à François de m'aider parce que je n'étais pas du tout capable, d'une part, d'analyser. Enfin, à l'époque, je me débrouillais pas trop mal en khmer, mais pour la vie courante. Et donc, on a travaillé ensemble pendant à peu près 6 mois. Alors, je dirais que c'était pas toujours un long fleuve tranquille de travailler avec François.
qui avait quand même un caractère très très trempé. Mais ça a été vraiment une expérience formidable, parce qu'en fait, moi, j'écrivais, il n'y avait pas encore de traitement de texte, hein, j'ai tapé sur une Olivetti. Donc j'allais pratiquement toutes les semaines, 1 ou 2 fois par semaine à Espace Cambodge, où j'ai connu Monique. Donc en même temps, je voyais ce qu'il faisait. Bon, moi, j'essayais de m'occuper aussi à titre personnel de quelques réfugiés qui étaient en France, que j'avais connus dans les camps. Mais en tout cas, pour le livre, j'aurais jamais pu l'écrire sans lui. Donc, d'une part, il a décrypté, il a transcrit les cassettes. Bien sûr, il analysait les documents. Et moi, au départ, j'aurais souhaité qu'il co-signe le livre. Il n'a pas souhaité le faire, je pense. À l'époque, il souffrait quand même beaucoup du fait de ne pas pouvoir retourner au Cambodge, parce que cette période-là, on se disait, mais jamais, c'était avant la chute, avant Gorbatchev, enfin avant la chute de l'URSS, etc. Et tous les événements qui ont permis ensuite le début des négociations de Jakarta. Voilà, mais en 86, personne ne pensait que le régime changerait, et François ne se voyait pas comment un jour il pourrait retourner au Cambodge. Donc là, il y avait une vraie souffrance. En tout cas, voilà, il n'a pas souhaité co-signer le livre, mais il l'a préfacé, et vraiment, je lui dois énormément pour ce livre. Et moi, ce que je retiens de lui, c'est, alors bien sûr, cette passion pour le Cambodge, beaucoup être tombé amoureux du Cambodge, je me suis dit, ça allait au-delà de ce que beaucoup de gens, de l'engagement de beaucoup de gens, donc cet engagement très fort. Et puis ce qui était vraiment remarquable, je trouve que ça ressort très bien dans ton film, Bruno, c'est une aptitude à la fois à être dans une sphère de réflexion intellectuelle, voilà, il a énormément écrit, analysé, il y a tout ce travail qu'il a fait sur christianisme et bouddhisme, etc. Et en même temps, il avait ce côté très terrain, que ce soit au Cambodge, que ce soit à Espace Cambodge. Donc il était capable voilà, d'écrire un article extrêmement intello, élaboré, et puis une demi-heure après, de s'occuper de trouver des vêtements pour un réfugié qui passait par là. Et ça, je trouve que c'était assez extraordinaire. Voilà quelques points marquants en tout cas, et c'est vrai qu'on est restés amis. Après, on s'est revus à chaque fois qu'il venait en France. Beaucoup d'attention aux autres aussi. Voilà, une bande de nouvelles de mes compagnons, de mes enfants qui sont là. Enfin, il y avait une proximité qui était aussi étonnante. Alors on parlait justement de ça, de cette capacité, en plus de tous les travaux intellectuels, à agir avec efficacité sur le terrain, avec pragmatisme. Monique, c'est peu dire si tu as connu ça. Oui, parfois, merci Benoît. Parfois vous vous levez le matin avec la ferme intention d'aller dans la ville voisine à une journée de kermesse. Et puis vous en repartez le soir avec pour mission de trouver un local, d'en faire une association pour une population dont vous ne connaissez rien. Entre-temps, vous avez rencontré François Panchaud. Donc, c'est ainsi qu'on l'a rencontré avec Roger. Et très peu de temps après, on a effectivement trouvé un local de 44 mètres carrés, rue d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement, qu'on a baptisé très vite, c'était avec la sœur Colette et Vouti. On a mis aux voix et on a trouvé un nom qui s'appelle Espace Cambodge. Et cette association est très vite devenue une ruche. Elle nous a permis de faire des petits papiers sur un cahier qu'avait François. Ça, c'est des souvenirs qui sont très émouvants. On n'avait rien, on avait juste une paire de ciseaux, un stylo, on l'avait ouvert très récemment.
Et on a fait des sortes de cartes de visite parce qu'on nous avait annoncé que l'État français ouvrait ses portes en 1983 et que dans les foyers de Créteil et d'Achères-la-Forêt, il y avait des familles entières qui arrivaient par quart de centaines de personnes. Et on a décidé très vite de passer dans ces foyers pour recevoir les familles qui arrivaient. Et là, moi, j'ai fait une expérience assez extraordinaire. C'était un mois de février. Il y avait des familles qui arrivaient, il y avait de la neige. Et là, les familles sont descendues. Il y avait, pour les accueillir, des personnes qui avaient des vêtements. Et parce qu'ils arrivaient de Roissy, ils avaient très peu de vêtements sur le dos. Puis là, il y a un petit garçon qui s'est précipité sur la neige. Il a pris des poignées de neige, il est allé voir sa maman et puis il lui a dit maman, c'est plus la peine de plier la neige comme au Cambodge, ici il y en a partout. C'était vraiment, moi j'en ai pris pour 25 ans. Là, voyez. Donc à partir de là, on a commencé à recevoir les familles. On a essayé très vite avec Falika d'abord, et puis après sont arrivés Anne-Marie et Michel. Michel, on ne lui a pas trop demandé son avis, on l'a nommé comptable tout de suite, parce qu'on en avait besoin. Il a à peine protesté, et puis l'espace Cambodge a de plus en plus pris de l'importance. On s'est mis en relation avec le HCR, avec le FAS pour avoir des subventions, et puis avec aussi le CCFD, mais aussi les personnes qui recevaient les courriers, vous savez, tu sais, les histoires des gens là. Maintenant, je perds le nom, c'est pas grave. Donc, on s'est mis en relation avec la mairie du 19e arrondissement. Et voilà, cette histoire a commencé comme ça. On a reçu 60 000 ou 80 000 personnes. Et on a commencé à travailler avec le CIPAR, qui est une autre association, pour mettre en place des parrainages. Et ces parrainages ont été très productifs parce que partout en France, et même en Suisse et aussi en Belgique, des personnes se sont décidées à prendre des familles en charge. Et ces familles étaient tellement dynamiques qu'elles se sont insérées dans le tissu social français, comme tu disais tout à l'heure. On a eu très peu d'efforts à faire. Ce sont des gens complètement dynamiques qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de donner un toit à leurs enfants. Ça a été des moments fantastiques. La seule chose qui nous a été un peu difficile parfois, c'est qu'on ne savait pas, nous, que quand un Cambodgien nous disait oui aux questions qu'on posait, ça ne voulait pas dire oui. Ça voulait juste dire poursuivez, je vous écoute, je vous entends, creusez un peu, voilà. Donc petit à petit, on a commencé à faire connaissance, et puis on a cheminé ensemble, et ensuite, on a pris la voiture, et on est parti dans les villes comme à Poitiers, comme à Limoges, dans d'autres endroits, avec une voiture pleine à craquer de nourriture khmer, parce que les Cambodgiens étaient en manque, vous le savez, hein, vous qui êtes là, vous avez vécu tout ça. Donc, chaque fois qu'on arrivait quelque part, c'était que du bonheur. Vous avez vu François dans le film de Bruno tout à l'heure, et quand il arrivait quelque part, c'était la fête. Et tout le monde bondissait sur le vermicelle de riz, sur toutes les denrées qui leur manquaient. Ça, c'était François, il avait envie de rendre les gens heureux, mais à la fois, il était très... parfois un peu dur, même avec les familles, en leur disant, bon écoutez, vous avez la chance d'être en France, aujourd'hui, vous n'allez pas mourir demain matin, et prenez-vous en main, prenez-vous en charge, et puis les seuls qui puissent vous faire progresser, vous faire avancer, c'est l'association, mais c'est surtout vous. Alors je ne sais pas ce que je crois, si tu veux que je rajoute encore des choses, il y a mille choses qu'on peut rajouter encore sur je ne sais pas, est-ce que tu veux que je rajoute encore? Voilà, sur l'exigence. Oui, l'exigence de François, c'était oui, c'était donnez pas des poissons aux gens, mais des films pour pêcher, c'est ce que je
C'était un peu travail contre nourriture, hein. C'est un peu ça quand même aussi. Bon, enfin, il y a plein de choses qui se sont faites dans l'association. On a reçu des personnes qui nous ont marqué, Anne-Marie et moi, parce qu'ils arrivaient et ils avaient pour tout viatique une valise ou une mallette. Et puis ben là, c'était la planche à repasser, le fer à repasser et la photocopieuse pour remettre au point les papiers. Parce que justement, on ne pouvait pas avancer comment ils voulaient être reconnus comme réfugiés politiques. Il fallait donc passer par les administrations françaises. Et les administrations françaises, comme vous le savez, ben, elles sont très procédurières avec plein de papiers. Et c'est pas très facile à gérer tout ça. Mais François était quand même bien sans possession, hein, et c'est ce qui a fait avancer le monde, je crois. On est allé aussi avec lui dans les différents collèges de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et on a négocié avec l'éducation nationale pour les jeunes qui arrivaient à l'âge de la 4e ou de la 3e, pour faire sur 2 ans une classe de 4e ou sur 2 ans une classe de 3e. De manière à ce qu'ils puissent progresser et passer des examens. Ça leur a pas été tellement difficile parce que ce sont des enfants intelligents et qui en voulaient et qui étaient reconnaissants à la société française de leur donner cette chance. Voilà, je sais pas ce que je peux rajouter de plus. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole, si vénérable, pour que vous me disiez un peu comment vous avez rencontré le Père Panchaud et ce que vous avez échangé, notamment spirituellement, avec lui. Merci. Merci pour vos témoignages, pour le film qui dit tout déjà. Tout déjà. Nous nous rencontrons ici avec le Père François à Paris d'abord, hein, en France. Parce que je suis ici depuis 1973, avant les événements. Seul, avec quelques Cambodgiens, quelques étudiants à Paris. Et puis plus tard, 1975, l'arrivée des Khmers rouges. Bon, je reste ici, oui. Donc depuis plus de 50 ans. On s'est rencontrés ici pendant des rencontres. Voilà. Et on a besoin de représentants de religion. Et nous avons gardé l'amitié et au Cambodge, le Père François m'a invité pour parler, pour s'exprimer dans le centre d'information catholique, si je prononce bien le nom, à Phnom Penh. Et aussi avec la communauté catholique, là, avec le diocèse, hein, avec par exemple, vous dites tout à l'heure, le père, le chef, Monseigneur des tombes, hein, aussi, et autres, oui. On m'a invité, hein, pour parler, pour s'exprimer, pour rencontrer la communauté chrétienne, etc., qui vivent au Cambodge et qui sont en visite au Cambodge, pour se connaître, pour répondre à un certain nombre de questions, etc. Mais l'important, l'autre chose, le Père Panchaud et moi, nous travaillons dans les domaines qui se ressemblent. Beaucoup de choses dans l'éducation, la santé, le développement, l'assistance sociale, un peu de tout ça. Mais aussi l'enseignement, la spiritualité. On se rencontrait comme ça.
parfois sur les routes. C'est ça le lien d'amitié. C'est dans le travail, dans les actions concrètes pour servir. Et quand j'entends, j'écoute, je ne me souviens pas de tout ça. Ça, je vous remercie pour le film. Même ces rencontres-là, je ne me souviens plus certainement. Oui, à Phnom Penh, à l'hôpital, etc. Et beaucoup de choses à dire. S'il faut éclaircir, expliquer toutes ces grandes idées-là, contenues dans le film, il faut du temps, beaucoup de temps. Problème de mer rouge, problème de karma, etc. La guerre, les atrocités, les causes surtout. Moi, quand je parle avec des amis, là, les Cambodgiens, j'invite tout le monde à connaître, à comprendre les causes, l'origine. Voilà, c'est très important. Pas seulement les effets. L'origine d'où vient le problème. Les Cambodgiens et les étrangers, les puissants étrangers, les ambitions, les voisins, etc. Et qui contribuent, qui participent activement. Même jusqu'à maintenant, c'est l'actualité, tous ces puissants-là, leur ambition, voilà. Voilà, c'est le problème. Et les Cambodgiens ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, là, des grands puissants. Et des voisins assoiffés comment dire, de désir expansionniste, etc. Et puis les Khmers rouges, qui crée les Khmers rouges, le régime? Ce sont ces puissants-là, les idéologies. Et puis, ils aident les Khmers rouges à prendre le pouvoir. Ils encouragent. C'est dans leur objectif pour détruire, pour affaiblir. Et enfin pour dire qu'ils viennent pour sauver, pour libérer. Non, je pense que c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. C'est pour donner le coup de grâce. C'est ça. Tout ça, il faut apprendre pour comprendre tout ça. Bon, alors, tout ça, nous travaillons dans l'esprit d'amour bienveillant, la compassion et la sagesse. Voilà, chrétien bouddhiste. Ces étiquettes n'ont pas d'importance, c'est l'action, c'est l'intention, c'est la réalité. Voilà. Et comme dit Père Bonjour, il cherche toujours la vérité aussi, les voies. Oui, bon, je suis là, bon, les étiquettes, ça ne m'intéresse pas, ça, tout ça. Même les cérémonies rituelles, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce sont pour les besoins émotionnels, amicaux, etc. Oui, ça. Mais pour aller au fond. Par exemple, on évoque aussi le problème de formation du cœur, si vous voulez. La culture de l'esprit. L'amour, la bienveillance, la compassion et la sagesse, la voie des milieux, le bouddhisme. Mais je pense que c'est valable pour tout le monde. La vérité est une. Pour tous les saints, ils n'ont pas de divergence. Pour tous les saints, les vrais saints, de toutes les traditions. Les concepts, les conventions sont nombreuses. Voilà, sont nombreuses. Mais la vérité est une. Voilà.
Bon, merci beaucoup. Bon, à plus tard. Merci beaucoup. Moi, juste un petit mot voilà, un témoignage personnel pour dire à mon tour, je vais essayer d'être rapide. Moi, j'ai rencontré François, j'avais 26 ans, j'avais ma carte de presse en poche depuis 15 jours et j'ai voulu aller le rencontrer aussitôt. Et j'ai écrit tout de suite un article sur lui à Noisy-le-Grand, où tu devais travailler, Monique, où il y avait beaucoup de réfugiés khmers. Et je rêvais de rencontrer François Pochon parce que j'avais fait toutes mes études de journalisme autour du Cambodge, autour de ce drame qui était contemporain de ma jeunesse. Et j'avais lu à l'époque les feuilles Agence Cambodge-Laos, René Hauté, les échanges France-Asie, et puis bien sûr ces livres. Et je n'imaginais pas pouvoir le rencontrer et qu'il devienne un ami comme pour vous pendant plus de 40 ans. Il m'a aidé à préparer tous mes reportages au Cambodge dès la fin des années 80. Et puis en 96, voilà, j'ai rejoint Monique, Michel, comme président de cette association Espace Cambodge jusqu'en 2011. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez lui d'emblée, c'est sa puissance intellectuelle, et sa capacité de travail. C'était inimaginable. On allait à Battambang à l'époque où les Khmers rouges étaient encore pas trop loin, à la fin des années 80. Un trajet de route de toute la journée en partant à 4 h du matin, à 5 h du soir, avant que la nuit tombe, il se mettait sur son vieux Mac et il se mettait à écrire tout de suite, à travailler, il n'a même pas prendre une douche, il travaillait jusqu'au soir. Une force intellectuelle, et puis une force venue de son libre arbitre. C'était quelqu'un de profondément libre et qui avait une incroyable indépendance d'esprit, qui m'a toujours énormément marqué, et donc une grande autonomie dans l'action. Madame Petit-Mangin, qui l'a bien connu, vous l'avez toutes connu, disait « c'est parce qu'il a toujours fait ce qu'il a voulu faire qu'il a fait des grandes choses ». Voilà. Et c'était peu dire si il a fait ce qu'il a voulu, sans toujours écouter, mais bon voilà. C'était un rouleau compresseur. Et donc, voilà, tout ce grand compagnonnage, ce que j'ai aussi retenu, c'est que c'était, pour reprendre la phrase de Peggy qui disait « Un homme meurt quand il perd sa faculté d'indignation ». Alors chez François, on peut dire qu'il par ça, il était éternel, il ne risquait pas de mourir. Et donc une capacité d'indignation portée justement par cette intelligence, cette capacité de travail, ce savoir donc, et par cette autonomie de la pensée, ce libre arbitre, qui fait qu'il a pu dénoncer avec énormément de force, de persuasion, d'argument, avec la vérité des choses, les crimes des Khmers rouges. C'était vraiment affûté, ces témoignages. C'était, comme on dirait chez les journalistes, c'était sourcé, vérifié, tout y était. Voilà, cette capacité de travail a été un argument absolument incroyable dans sa persuasion et sa dénonciation des sans relâche portée par son indignation des crimes des Khmers rouges. Mais pas seulement. Il ne s'est pas enfermé dans une idéologie. C'est pas quelqu'un qui avait un fil à la patte, qui sortait d'une écurie politique, pas du tout. Et donc il a été aussi capable de témoigner et de s'insurger contre d'autres grands manquements. Je parle de celui des athlètes qu'il a transmis au président Valéry Giscard d'Estaing dès fin 1975, qui lui a été porté avant une assemblée générale de l'ONU, qui lui a été remis en main propre, et le président n'a jamais répondu et est sorti à l'époque tout sourire sur le perron de l'Élysée avec Sihanouk qui était complice à l'époque des Khmers rouges. C'est dire cette incapacité, crasse à se mobiliser pour un génocide, face à un génocide comme ça. Il a aussi dénoncé la mascarade de ce procès qui n'est pas du tout fait pour le Cambodge et pour les Khmers surtout, procès international. Et puis, il a quand même témoigné, accepté de témoigner lors de ce procès, où il a eu le courage de dire « Jugez aussi Nixon et Kissinger ». Ceux qui ont envoyé 500 000 tonnes de bombes en un été, en 1974 sur le Cambodge, et ont envoyé des milliers, des dizaines de milliers de paysans chez les Khmers rouges notamment. Et donc il avait cette clairvoyance-là, clairvoyance politique, et on se parlait beaucoup de politique ensemble, une clairvoyance, et ça c'est très très rare. Mais cela ne l'a pas enfermé, car il avait aussi, tous ceux qui l'ont rencontré ici, vous l'avez tous dit, une immense ouverture aux autres,
Et il l'a dit d'ailleurs, je suis venu au Cambodge, non pas pour convertir les gens, c'est aussi sa démarche, il n'était pas enfermé dans une foi didactique. Je ne suis pas venu au Cambodge pour convertir les gens, mais pour les aider, pour aider les Khmers à comprendre la valeur de leur propre religion. Comprendre ce que Bouddha a enseigné et ce que Jésus disait dans les évangiles. Et les aider à vivre ensemble et à s'aimer les uns les autres. Pareil sur ce que disait sur 10 fois, 100 fois, qui a été répété, votre vie a de la valeur. Et il le disait de manière incroyable. Il dit, le christianisme, là, il a quelque chose à apporter au bouddhisme, car il croit en la personne. Un jour, j'ai demandé à des chrétiens cambodgiens convertis, pourquoi êtes-vous chrétiens? Ils ont répondu, parce que notre vie a de la valeur, on était né de quelqu'un. Et voilà, ils disaient, contrairement à la mentalité khmer, où tout le monde s'écrase, où le christianisme donne de la valeur, le christianisme, lui, face à ça, il donne de la valeur à la personne humaine. Voilà. Il y avait cela qui m'a beaucoup marqué chez lui, et avant de terminer, il y avait aussi autre chose. Il disait que le bouddhisme avait énormément aidé dans son écoute à avoir lui-même une vie spirituelle plus riche. Il l'a dit à Bruno. Et puis, il disait que dans le christianisme, Jésus demande au Père, aux chrétiens de se confier totalement au Père, alors que dans le bouddhisme, c'est d'abord un retour sur soi-même. Et il disait justement, en tant que tel, le bouddhisme peut nous apporter beaucoup, car c'est à partir de soi que l'on peut trouver Dieu dans sa vie. Très important, ça c'est l'amener. Il disait, il y a dans le connais-toi toi-même, ou dans la phrase de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, il faut d'abord s'aimer soi-même, c'est-à-dire se reconnaître comme fils et fille de Dieu, comme une personne qui a de la valeur. Enfin, où est-ce que j'ai mis ça? C'est là. Il m'avait donné à la fin plein de petites choses comme ça. Il m'avait dit que voilà, son travail, c'est consisté à établir un dialogue entre les religions. Et il dit, je me suis tellement enrichi au contact des bouddhistes. Tout d'abord, le bouddhisme m'a obligé à relativiser ma religion chrétienne, à remettre en cause ce que je croyais absolu, universel, par exemple les dogmes. Voilà. Et il disait dans notre religion catholique, on a voulu définir Dieu, alors que c'est l'inverse. Dieu est une voie, on le cherche. Donc, sur ces mots, je suis sûr que cette quête qui nous habite tous, eh bien, elle est éternelle. Et donc, François, je suis sûr qu'il continue de l'amener aujourd'hui. Un mot seulement. Si vous éclaircir toutes ces grandes idées-là, il faut du temps, des heures. Oui, c'est possible. Mais on va avoir l'occasion, si vous voulez, de comprendre mieux ces idées, ces choses soulevées là. On peut expliquer tout ça plus clairement. Même les doutes ou les questions du Père François, notre ami. On peut apprendre encore ensemble, plus tard. Merci. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Monique et à ceux qui veulent ensuite soit livré un témoignage sur François assez court, comme on a essayé de livrer, assez court, ou une question, voilà, une prise de parole dans la mémoire de François. Bah, vous nous faites signe que les micros circulent. Je veux juste rajouter qu'il disait toujours, et Bruno l'a redit dans son film un peu, il disait toujours, attention, le passé, c'est le passé. Le passé, on ne peut plus rien y faire. C'est définitif. L'avenir appartient parfois au hasard, ou il appartient à Dieu. Seul le présent nous appartient pour une toute petite partie. Ça, moi, ça m'a énormément marqué, et je crois que c'est vraiment écrit en lettres d'or dans ma vie, par rapport à ce que nous a dit François. On peut interagir simplement avec une toute petite partie, mais il faut le faire. Je voulais juste rajouter, je pense que on va m'entendre.
je voulais juste rajouter, Benoît, si c'est possible, de dire que tout le travail que François a fait au moment de Cambodge année 0, il a pu le faire grâce au Père Venet. Donc il faut vraiment ne pas les dissocier parce que le début des témoignages de François a été nourri de tout ce que le Père Venet a pu enregistrer discrètement, à sa place, sans se faire connaître nécessairement. Et voilà, je voulais juste lui rendre hommage aujourd'hui parce que je trouve que c'est important de le rappeler. Le Père Venet a été quelqu'un d'important dans la vie de François. Merci. Il n'y a pas que le Père Venet. Merci Benoît d'avoir cité Émile Détombe, qui a travaillé avec François dans les camps de réfugiés à la frontière de la Thaïlande et du Cambodge pendant au moins 3 ou 4 ans avant de partir ailleurs. Et donc c'est effectivement Père Venet, François et puis Émile Détombe qui ont contribué à cet ouvrage qui s'appelle Cambodge année 0. Donc merci d'avoir cité, et Vénéral aussi d'avoir cité, parce que, bon, Émile Détombe était professeur de philosophie, donc il pouvait discuter de philosophie avec les bouddhistes, et il l'a fait abondamment, il a été allé souvent dans les pagodes, etc. Donc il avait un témoignage à rendre aussi, et je sais que François en a profité. Émile ne voulait pas écrire ce livre lui-même. Donc il a laissé le travail à faire à François, parce que François avait aussi la qualité disons, de culture grecque-latine, qui lui permettait sans doute d'avoir plus d'aisance là-dedans. Émile avait une autre charrette, je dirais. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste. J'étais avec vous comme un des réfugiés cambodgiens. J'arrive en France en 88. Le témoignage, j'ai déjà inclus dans le petit résumé, mais je vous souligne encore plus, c'est que j'ai rencontré François Ponceau à Paris 19e où il était dans l'espace Cambodge avec Monique, avec Paul Tridou. Je reste à l'espace Cambodge. Il a beaucoup accueilli, c'est parce qu'on n'a pas de chambre pour coucher, mais on prend le bureau comme si c'était une chambre. Et on est nombreux, 5-6 personnes, par terre, ensemble. Je reste une semaine. Père François, il a dit, non, vous devez quitter. En fait, c'est une bonne chose. S'il prolonge, je n'ai pas l'avenir. Donc, c'est une seule solution d'expulser. Ça, c'est important. Voilà. D'abord, je remercie tout ça, mais je viens là, c'est parce que je voulais partager entre vous, parce que c'est notre problème. En fait, pourquoi il y a François Ponceau au Cambodge? C'est le problème des Khmer. Voilà. Avant d'arriver au problème Khmer, j'avais posé la question à Benoît, parce que lui est président de l'avenir Cambodge. C'est bien ça? Oui. C'est pas quelque chose de question très compliquée, mais permettez, est-ce que vous pouvez partager l'objectif de votre l'avenir Cambodge, s'il vous plaît. Et après, je conclue par une chose des Khmer. En un mot, parce que c'est votre expression qui compte. C'est simplement une nation que quand Espace Cambodge, qui a duré très longtemps, a été fermé, on a recréé ça, François et moi, mais pour se projeter au Cambodge. Et donc c'est une association où il n'y a que des Khmer. Moi, il n'y avait que François comme français, mais il était parfois Khmer, et que moi comme étranger, sinon il n'y a que des Khmer avec qui l'on travaillait. Donc c'est cette association qui a construit une vingtaine d'écoles maternelles, qui a fait des réseaux de délégation dans l'est du pays, et qui dans l'ouest du pays, dans le nord-ouest, la région de Olivier, a bâti des écoles. On a vu celle de Koulen, un hôpital, une maternité, l'hôpital en 2011, la maternité en 2016, et qui aujourd'hui, eh bien, on a construit aussi des digues, des routes, parce qu'il y a des villages totalement isolés. Je rappelle que c'était les endroits où
le pouvoir n'allait pas, ou les ONG n'allaient pas, parce que c'était trop dangereux, et les Khmers rouges étaient restés très longtemps. Et la première fois, il faut aussi très bien raconter par Bruno à travers cette inondation et la difficulté de rouler sur la pluie. François, il est allé au coupe-coupe là-bas. Et combien de fois on mettait plus d'un jour pour aller dans ces régions où il n'y avait personne. Et donc l'association, ça s'est développé, mais elle a continué à faire un travail là-bas pendant des années, surtout sur la santé, l'irrigation et l'éducation. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir trouvé aussi un couple de Français qui vont monter en hôtel dans ce bout du monde et qui nous aident un petit peu sur place aussi. Et actuellement, pour aller au bout de l'action de François, jusqu'en 2026, nous terminons ces actions-là, notamment de reconstruction d'un hôpital, de création d'un dispensaire dans des endroits encore très très pauvres, pour aller, François avait projeté tout ça. La maladie l'a empêché d'aller au bout, et donc on s'est dit, en 2022, qu'on repartait pour environ 4 à 5 ans, pour finir toutes les actions de François. On a trouvé des financements pour cela. Mais l'idée de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, c'est géré par les Cambodgiens. Les hôpitaux sont gérés, tout est géré par les Cambodgiens. Les écoles, les canaux sont entretenus par les paysans. C'est vraiment, comme disait François, et comme Monique l'a rappelé plein de fois, c'est « aide-toi, le ciel t'est là ». C'est pas, il n'y a aucun assistanat là-dedans. C'est vraiment, comme vous avez foutu dehors, d'Espace Cambodge, il leur a dit prenez votre destin en main et on peut vous aider. On peut être l'étincelle qui va vous faire démarrer. Et c'est exactement ça l'association qu'elle continue de faire. Elle ne se substitue pas au peuple cambodgien. C'est ça qui est très important. Permettez que je complète ce que je disais tout à l'heure. C'est que, merci d'abord vraiment de partager l'objectif d'amener le Cambodge. Moi, j'aimerais ici déjà remercier la France, François, tout ça, aider le Cambodge, c'est une bonne chose. Et moi, je voulais vous partager la solution fondamentale. C'est-à-dire, comme Benoît a rappelé tout à l'heure, le plus important, c'est qu'on appelle « aide-toi, le ciel t'aidera ». Parce que le problème des Khmer, le problème du Cambodge, ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est des siècles et des siècles, des centaines d'années existants. Le problème fondamental, ce que j'ai trouvé personnellement, que j'aimerais partager, c'est que, comme autour de table qu'on a parlé tout à l'heure, il y a spiritualisation. Donc, le levier, le facteur important, c'est aussi la religion. La religion, c'est-à-dire, la religion, c'est un outil complémentaire de la vie quotidienne. Si on a bien compris, ça donne comme énergie, ça donne comme puissance. Par contre, si on a mal compris, il devient dérapé, il devient détruire la vie quotidienne. Par exemple, on regarde la croyance dans le Cambodge, c'est pas productif. C'est-à-dire, il reste toujours confié à quelque chose de plus puissant. On n'a pas pensé à soi, qu'on est capable de faire des choses. Donc, je pense, c'est pas que je donne l'éducation, mais j'aimerais partager ma réflexion, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, les Cambodgiens, comprenne que nous avons la capacité de faire des choses. Ça, c'est important. Si on n'a pas donné valeur à soi, on ne s'avance pas. Parce qu'on reste en attente. Il ne faut pas rester pour te soulever la main pour demander l'aide de quelqu'un. Il faut être de toi, le seul quelqu'un. Donc, c'est ça. Monique l'a très bien rappelé quand elle a dit la capacité des gens à s'insérer. En France, il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. C'est pour ça que vous avez vu, il y a plein d'histoires à raconter sur le plan. Il a fallu une génération pour 60 000 personnes. Et c'est la raison pour laquelle on a, en 2011, c'est la raison pour laquelle en 2011 on a fermé l'association, justement pour ne pas faire de l'assistanat.
Hein, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est confortable et on vit bien dans une association. Mais quand on ouvre une association, le seul but, c'est de la fermer. Hein, voilà, ça veut dire qu'on a réussi le travail qu'on s'était fixé, qu'on a atteint le but qu'on s'était fixé, voilà, de la meilleure façon possible. Et c'est vrai que c'est notre recherche. Je m'appelle Sodavan Ponfer. Je suis mariée avec 2 enfants. Je connais bien mon époux. Un peu bon. Mais l'association Espace Cambodge, comme disait Monique à l'époque, elle faisait 1000 ans. Étant donné qu'il y avait monsieur le ministre qui venait de région de centre de France et qui a besoin un peu des gens qui ont un peu de temps pour venir aider, pour faire des choses, pour parler des thèmes, pour faire plein de choses. C'était dans le 19e arrondissement, voilà, rue Blo. Et moi-même, j'ai vécu à l'époque au foyer le Pied Amitié. Et il y avait Madame Somas, qui est maintenant retraitée. J'ai rencontré l'autre jour à Place Italie. Et elle m'avait dit, tu es toujours avec l'émission étrangère, tu es toujours... J'ai dit oui, c'est normal qu'on a communiqué à Poncho depuis très très longtemps. Et c'est vrai que je me souviens de lui. Il est venu à mon baptême lors de 1985 avec ma cousine, moi et ma soeur qui étaient baptisées. Et à l'époque, mes parents adoptifs ont demandé à l'Afro-Cambodgien, à l'époque, le père Bernard Berger, Jean-Bernard Berger, qui travaillait avec le père Poncho. Or, mes parents, c'était quelqu'un de croyant et qui connaissait un peu l'histoire du Cambodge, accueillait les réfugiés et nous devenait les enfants adoptifs. Pour moi, c'est mes vrais parents. Lors de notre baptême, il est venu, il avait même fait l'homélie en langue cambodgienne et j'avais un peu, comment dire, je ne comprenais pas très bien, étant donné pendant le régime Pol Pot nous a interdit d'apprendre, de soucier de notre langue. Et après, j'avais dit, s'il vous plaît, je ne comprenais pas, j'ai parlé la langue khmer. Somto le repos quoi, le repos il m'a dit, je vais te demander à tes parents de traduire. Alors j'étais bien content, je disais, parmi les missions étrangères, Père Poncho qui représente le Père Benet que je connaissais dans le camp à Kabila. Donc pour moi, c'est quelqu'un de combattant, c'est quelqu'un aller au fond de lui-même. Et lors de édicacer le livre Les Pierres qui rentrent, que François Ponceau avait bien vendu, il disait que oui, je n'ai jamais lu le bouquin qui était écrit par les 2 enfants réfugiés politiques en France. Et c'est peut-être grâce à mes parents qu'il est très bien. En fait, on a fait les récits, on avait raconté. Moi-même, j'avais fait des cauchemars. Le livre était écrit pendant 1 an et demi. Un jour, j'avais dit à ma mère, je disais, maman, stop. Je ne pouvais pas raconter. C'était trop dur. Je fais un cauchemar, voir l'atrocité, voir les trucs qui m'apparaissent complètement
sortait de moi, quoi. Et ensuite, je pense que c'est grâce à cette délivrance, la souffrance, je me trouvais des choses lumineuses. Et j'avais dit, je posais beaucoup de questions à mes parents. Qu'est-ce que c'est votre religion? Qu'est-ce que c'est le christianisme? Tout ça. Et mon père était très brillant en théologie. Et il nous avait dit, mais tu es curieux de savoir quelle est ta religion. J'ai dit, je suis dans la région bouddhiste pratiquante. Donc j'aime bien savoir avant que j'adhère votre religion. Et du coup, j'ai suivi le catéchisme pendant des années avec eux, comme ça. Ils prenaient de la Bible et on participe sans comprend pas très bien le Christ mort, c'est la croix et ressuscité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent qui nous accueille aujourd'hui, Vincent qui a vraiment connu, on s'est connu il y a très longtemps. Oui, mais voilà, je vais prendre la parole, mais je voulais que tu nous dises un mot aussi, parce que de toi, c'est de dire que tu as cheminé avec François au Cambodge d'abord, qui a été ta première affectation. Je vais essayer d'être court, parce qu'effectivement le temps c'est long, beaucoup de gens vont encore parler. J'ai connu François en 1995. Avant de le connaître, j'ai vu la cathédrale de la Rizière. Et c'était l'été 1995, je me souviens encore, j'étais en camping, j'étais sous une tente, je lisais la cathédrale de la Rizière. Et plus je lisais, et plus j'étais bouleversé, et plus je me sentais comme happé par le pays où j'allais aller. Je suis allé en octobre 1995. J'ai rencontré François, mais pas seulement lui, Émile Destombes, Yves Ramous, Robert Venet, André Le Souef et les autres. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que ces hommes étaient passés, François l'avait raconté, mais ils avaient lié leur destin au peuple khmer. Et Émile Destombes, à l'ambassade, il était arrivé, il avait laissé ses chaussures aux gens qui devaient quitter Phnom Penh au nord, au sud, les Khmer rouges expulsaient. Il avait laissé ses chaussures, il était arrivé à l'ambassade pieds nus, m'avait-il dit. Et il avait fait ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Quand il avait été expulsé, il était arrivé en France et il disait toujours pourquoi moi je suis vivant et eux sont morts. Et François, Émile, Yves et les autres, j'étais très frappé par leur attachement au Cambodge. Alors pour revenir à François, parce que c'est quand même lui aussi aujourd'hui, moi ce qui m'a toujours frappé, c'est sa recherche du sens. Il voulait savoir, il voulait comprendre, il voulait s'orienter, il cherchait. Alors on peut mettre le mot vérité, on peut mettre un autre mot, mais il cherchait. Et pour avoir parlé beaucoup avec sa sœur aînée, Marie, elle a dit que quand il était à Rome, séminariste puis jeune prêtre, il était très dur en fait. Il était très traditionnel. Et que quand Marie, sa sœur aînée, a divorcé, elle dit, qu'est-ce que j'en ai entendu? François était très dur en fait, dogmatique même. Mais il a évolué. Et il a évolué grâce au Cambodge, je pense, grâce à la rencontre avec le bouddhisme, grâce à la rencontre avec les Cambodgiens, grâce à la rencontre avec la souffrance peut-être aussi. Il a évolué. Et on voit une évolution d'un homme qui dans sa jeunesse peut-être était radical, et il est resté radical jusqu'à la fin, mais d'une autre manière, il était capable de dire ses doutes, il était capable de dire voilà, ce qu'il dit sur l'Église, c'est dur aussi, mais ça réveille, voilà.
C'était lui. Et puis moi j'estime que toute la personne qu'on rencontre dans une vie, c'est un cadeau. Donc je remercie Siaz d'avoir rencontré François. Bien, bonjour, je m'appelle Kit. Moi je suis aussi un rescapé. J'ai vécu dans 2 camps en Thaïlande, dont un qui a été refoulé. Donc je faisais partie des gens qu'on a refoulés vers un camp aussi de nulle part au Cambodge. Et là, ce que j'avais vécu, ce que j'ai vu, ce sont des gens qui sont morts de désespoir. Morts de désespoir parce qu'on était refoulés, parce qu'on vivait dans des cabanes de bambou. Et ces gens-là, j'en ai vu plein qui sont tombés malades et mouraient d'espoir. Là où je voulais en venir, c'est grâce à des personnes comme vous, grâce à M. Poncho, que je n'ai pas connu personnellement. Pour certains d'entre nous, on a entendu parler. On a entendu parler qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous. Il y a des gens qui s'intéressent à nous et quand on n'a plus rien, vous savez, ça fait tout. Ça veut dire peut-être que quelqu'un nous aide. Et ça, quelque part, je vous remercie. Merci. Moi, je voudrais compléter ce que dit Kit rapidement. Kit est arrivé avec les enfants arrivés du Cambodge dans les hôpitaux parisiens à 24 décembre. J'étais à l'hôpital Trousseau et c'est là que j'ai connu Kit et des enfants. Et par chance, ils sont tombés dans un service où le patron du service, le médecin du service, avait connu, pendant la guerre, avait connu les camps de déportation. Et quand il est arrivé dans son service, un matin du 24 décembre, quand même, c'était quand même un jour étonnant, il a tout de suite dit, pas question que des journalistes viennent ici, pas question que quelqu'un vienne, je suis maintenant responsable de ces enfants. Et du coup, ces enfants, son groupe d'enfants, ils étaient 12, ils sont restés 1 mois, au lieu de rester 3 ou 4 jours, comme au gré, j'allais dire, il fallait vider l'hôpital, donc il fallait bien qu'ils aillent à droite, à gauche. Et là, mon mari connaissait Poncho. Donc, il le connaissait parce qu'il avait été une carte de journaliste, etc. Et donc, Poncho est venu, et comme nous avons accueilli 2 enfants clairs, qui sont devenus nos enfants, il est rentré dans le conseil de famille, chez nous, pour que ces enfants puissent avoir un statut, etc. Ce qui a été très long, parce qu'on dit, oh, les enfants, ils sont arrivés, etc. C'était facile. Non, ça n'a pas été facile. Et rien n'a été facile. Mais on a toujours trouvé autour de nous, à côté de nous, le père Poncho qui venait, à chaque fois qu'il y avait une réunion ici, il venait chez nous, il parlait aux enfants, qui demandaient à chaque fois le nom des animaux. Alors ça, c'était il fallait qu'ils retrouvent leur langue, la langue khmer. Ils ont perdu la langue khmer. Mais l'image de Poncho chez ses enfants, et en particulier même chez Kit, qui lui a eu la chance de retrouver sa famille au Cambodge, longtemps après, mais qui maintenant est toujours en relation avec nous, quand même, ce petit groupe-là, et qui maintenant organise dans son village, je peux dire, organise dans son village, qui n'est pas du tout dans le coin dont vous parlez, vous connaissez, qui est où? Où est-ce que c'est? À Kampot. À Kampot. Il organise des stages de photographie, de voyage pour apprendre à faire de la photo, et qui viennent loger dans le village qu'il a effectivement aidé à reprendre, à ouvrir une école, à les accueillir, etc. Ces voyages qu'il arrive à faire 2 fois par an, et ben pour nous, le groupe de ces enfants qui sont devenus des adultes est devenu un symbole. On dit, grâce à Poncho, grâce aux gens qui se sont occupés de nous, qui ont ouvert finalement des portes, eh bien, la génération d'après reprend les choses et essaye de faire ce qui est possible de faire
comment aller faire 15 jours de tourisme, d'un tourisme particulier, pas n'importe quel tourisme, pour reprendre pied dans un pays qui doit marcher. Et moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé chez Poncho, à qui mon mari avait demandé plusieurs fois, quelle aide avez-vous du Vatican? Alors, je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de parler quand même de l'avenir. Parce que là, on a parlé du passé, on a parlé de ce qui s'était passé. L'avenir, quand même, bon, pour nous, c'est quand même très important. Il y a toujours eu une aide, disait-il, très précise de François. Très bien. Je sais pas comment on l'appelle. Du pape François. Bon ben merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci encore M. Simon pour le repas. Merci encore l'accueil des maîtres. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à Monique, voilà, qui était la cheville ouvrière avec toute son équipe là. Hein. Merci Vénérable. Merci beaucoup Esmeralda. Et puis merci François. Merci.